Vous voyez ce que c'est qu'un tumulus, donc les tombes funéraires. Les tumulus, à partir de la Russie jusqu'en Asie, en fait, sont appelés des kurganes. Et donc, comme nous, en général, ce qu'on représente, ça sort des tombes, où du coup, on a préféré appeler, comme en plus on est un peu passionné par les histoires des steppes, tout ça, on a aimé appeler notre entreprise kurgan. Voilà, ça vient juste de là. Et quand vous dites ce qu'on représente, ça sort des tombes, c'est-à-dire parce que par exemple, voilà, si on prend par exemple l'époque viking, ça ce sont des vers vikings. Alors ces vers-là, sachant qu'à l'époque les vers vikings n'étaient pas sur des pieds en fer forgé, donc on retrouve ces vers-là dans des tombes vikings. Parce qu'en fait, à l'époque, ils étaient enterrés avec leur mobilier funéraire, les vikings. C'est pour ça qu'on trouve dans les tombes des vers ou des pichets ou des choses comme ça. Et tous ces vers vikings, là, on les retrouve dans des tombes. Alors, en général, ceux-là, par exemple, ils sont spécifiques d'une petite île à côté de Stockholm qui s'appelle Birka. Donc, c'était un grand comptoir commercial viking, en fait. Et on a retrouvé ces vers dans des tombes. Sur l'île de Birka, il y a environ 3000 tombes. Il y en a en gros 1000 qui ont été fouillés, et dans ces tombes on a retrouvé ces vers-là. Donc ça c'est des reproductions de vers qui ont été retrouvées à Birka. Ces vers-là on les retrouve un peu partout en Scandinavie, et voilà. Et donc comme ces objets sortent des tombes et qu'en plus voilà, nous on est un peu passionnés par l'histoire des steppes de l'Asie, voilà, on a appelé kurgan à cause de ça. C'est toujours le même fabricant. Alors je vois qu'il y a des quand tu vois le même logo, différents tons de verre. Oui, c'est la même facture. Là, alors en fait, alors ce vers-là, par exemple, très intéressant, parce que à l'époque romaine, on savait faire du verre blanc déjà. Le verre blanc est en fait un verre décoloré, parce que le verre naturellement est coloré en ton verdâtre ou bleuâtre, ça dépend des oxydes de fer qu'on trouve dans le sable qui sert à le fabriquer. Le verre blanc est décoloré avec du dioxyde de manganèse, en fait. Donc on obtient le verre blanc en rajoutant du dioxyde de manganèse dans le sable d'origine. Ce verre-là, par exemple, on le retrouve à Birka, mais archéologiquement parlant, il est très intéressant parce qu'on sait, les archéologues l'ont analysé, et on sait que c'est un verre d'Orient, en fait. Il vient de Bagdad. Donc ce qui est une preuve aussi qu'il y avait une route commerciale entre Bagdad et la Scandinavie. Par exemple, sur ce verre, on voit un arbre de vie qu'on trouve sur les tapis persans, encore de cette époque et encore à l'heure actuelle, avec deux oiseaux autour. Voilà. Donc ça, c'est des motifs typiques perses. Et ce verre blanc, donc, qui est très typique, parce que tous les verres blancs de l'époque étaient forcément des verres d'Orient. Parce que nous, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque des Vikings, justement, il n'y avait plus de verre blanc en Europe, parce qu'on a perdu le procédé du verre blanc lors de la scission à la fin de l'Empire romain. En fait. Quand il y a eu la scission Orient-Occident, le procédé du verre blanc est resté en Orient. Nous, en Europe, on n'avait plus que des verres colorés. Donc tous les verres blancs qu'on retrouve à l'époque du Moyen-Âge, ce sont forcément des verres d'Orient, qui viennent d'Orient. Et donc naturellement, le verre est coloré. Voilà. Alors plus ou moins vert en fonction de la teneur en oxyde qu'il y a dans le sable. Hein. Et puis après, il y a aussi, à l'époque du Moyen-Âge, il y a aussi un phénomène qui apparaît, c'est que contrairement au verre antique, le verre du Moyen-Âge est potassique, contrairement au verre antique qui lui est sodique, donc à base de soude. La soude, c'est de la cendre de végétaux marins. La potasse, c'est de la cendre de végétaux terrestres. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'Antiquité, le verre était fait à partir du même sable qui venait des plages d'Orient, donc d'Égypte ou de Syrie. Pratiquement tous les verres antiques sont issus des mêmes sables. Il y avait des ateliers primaires qui étaient chargés de fondre le sable pour en faire des pains de verre et qui étaient ensuite exportés partout en Europe, en fait. Quand il y a eu la scission de l'Empire Orient-Occident, on a gardé, nous, en Europe, cette matière première, en fait, on l'a perdue. Cette matière première qui venait d'Orient, on l'a perdue, elle est restée en Orient, et le procédé du verre blanc par la même occasion.
Et on a conservé que des verres colorés parce que il a fallu qu'on refasse des ateliers primaires chez nous. Et donc le verre est devenu beaucoup plus rare en fait que ce qu'il n'était à l'époque antique. Et le verre est resté coloré en fait parce que donc on a perdu ce procédé du verre blanc. Et en plus, le procédé de la fabrication du verre est devenu potassique. Quand vous dites on a perdu, c'est-à-dire on l'a perdu par oubli ou Alors par oubli, oui certainement. Alors ça, je peux pas vous dire exactement pourquoi on a perdu cette, parce que c'était pas un secret certainement, mais en tout cas on a oublié, parce que comme la matière première était faite en Orient, les pains de verre blanc venaient directement d'Orient. Donc est-ce que nous on savait le faire? Est-ce que voilà, donc ça c'est des hypothèses, hein, mais Et vous parliez aussi d'ateliers primaires, c'est ça? oui, les ateliers primaires en Orient, en fait, ils étaient carrément sur les plages d'Orient, donc d'Égypte ou de Syrie, on en a retrouvé. Ils étaient chargés donc de fondre le sable, parce que ça fond pas la même température. Il faut pas une même température pour fondre le sable et pour faire le verre soufflé, en fait. La température de fonte du sable est plus élevée. Donc, il y avait des ateliers qui étaient destinés à faire des pains de verre en fait, qui étaient ensuite exportés un peu partout en Europe pour être refondus et pour faire du verre soufflé. Et donc ces ateliers primaires qui étaient en Orient, nous on n'en avait plus, on n'avait pas en Europe. Donc quand il y a eu la scission de l'Empire romain, nous on n'avait plus d'ateliers primaires. Alors du coup, on a continué à utiliser la matière première qui restait d'Orient pendant un petit moment. Et puis au bout d'un moment, même on recyclait le verre, hein, parce que le verre de tout temps a été recyclé. Donc pendant un petit moment, on a conservé donc cette matière première qui venait de l'Antiquité, on a recyclé le verre qui existait, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus de verre. Donc il fallait quand même refaire des pains de verre dans les ateliers primaires. Donc il y a eu des ateliers primaires qui se sont refaits en Europe. Et à partir de là, donc il y a eu cette production de verre coloré, du coup. Parce qu'en plus, je vous disais tout à l'heure, les verres potassiques, c'est parce que les ateliers de verre se sont rapprochés des forêts pour les combustibles. Donc du coup, le fondant, ce qui sert à abaisser le point de fusion du verre, qui est devenu la potasse au lieu de la soude, et la potasse donne une teinte verte caractéristique en fait, en plus des oxydes de fer qu'on trouve dans le sable. Donc les verres du Moyen-Âge, souvent une teinte, ce qu'on appelle le verre fougère, à cause de ça, parce qu'elle a une teinte verte caractéristique. Donc c'est ce verre fougère-là qu'on voit ici. Voilà, un peu plus prononcé en fait. On va dire des modèles peut-être typiques du Moyen-Âge ou de certaines... Alors, un verre qu'on retrouve très souvent au Moyen-Âge, c'est les verres à pastilles. Ce qu'on appelle des verres à pastilles, avec ces petites aspérités là sur le côté. Alors ça, c'est très typique de l'époque du Moyen-Âge. En fait, ça vient d'une tradition du XIIe en Italie. Le verre était quand même quelque chose d'assez précieux, parce que justement, à cause de la fin de ces ateliers primaires, le verre est devenu assez rare, du coup, et donc cher. Voilà. Donc forcément, dans les familles, il y avait un seul verre par famille, bien souvent. Et ils aimaient beaucoup boire dans les verres parce que contrairement au bois, contrairement à la céramique, le verre déjà est transparent, donc on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne prend pas la couleur de l'aliment qu'on met dedans, contrairement au bois ou à la céramique, et il prend pas l'odeur ni le goût de l'aliment qu'on met dedans. Il se lave plus facilement. Et donc, alors, comme ils aimaient bien boire dans les verres, et ça les changeait du bois et de la céramique, et ils se passaient les verres de main en main. Seulement, comme à l'époque, ils n'avaient pas encore la fourchette, ils avaient les doigts très gras, donc forcément, les verres régulièrement glissaient des mains. Donc les verriers, pour éviter ça, avaient pris l'habitude de mettre des petites choses dessus, des petits décors. Donc ça nous paraît très esthétique, mais à l'époque, c'était très fonctionnel parce que, justement, ça évitait que les verres glissent des mains. Donc il y a ce genre de décor. Donc là, c'est des coupes, donc c'est encore autre chose. Là, le pied est carrément soufflé, quoi. Donc en fait, c'est pas des pieds tiges, c'est vraiment un pied soufflé, quoi, qui est rajouté sur la coupe. Il y a des formes un petit peu Graal, j'imagine. Alors le Graal, ça, chacun sait. Peut-être qu'on l'a en nous, peut-être, je sais pas. Mais voilà, après ce type de verre. Alors si, il y a des verres, ceux-là par exemple. Alors ceux-là, on les voit, ce qu'on appelle des Berkmeyer. Donc ça, c'est des verres plutôt allemands, hollandais.
qu'on voit sur les peintures flamandes du XVIIe, quand vous avez ces natures mortes avec des tables dressées, avec des fruits, des légumes, des choses comme ça. Souvent, quand il y a de la vaisselle, il y a ce type de verre dessus, ou des verres comme ce qu'on appelle les remeurs. Voilà, donc ça, c'est des verres assez typiques, ouais, 16-17e. Donc toujours avec la notion de... Oui, alors là, c'est peut-être un peu guillemets, plus, des voilà. aspérités qui Là, sont c'est peut-être en un peu fait, plus pour du pas faire- décor, mais c'est resté, vous voyez, ce genre de petit décor en framboise. Ça, c'est assez typique aussi des remeurs de l'époque du XVIIe. Et la couleur bleue que je vois là était introduite plus tardivement, si j'en vois vos... Non. Dès l'Antiquité, il y avait du bleu. Parce que regardez, par exemple, ce verre. Alors, Oui. ce verre, il est de la fin de l'Empire romain, donc 4e siècle. Alors, il représente en fait un verre comme si c'était des dauphins qui rentraient dans le verre. Donc, c'est des corps de dauphins qui rentrent à l'intérieur du verre avec les nageoires bleues. Et en fait, ça, c'est creux. C'est-à-dire que chaque trompe, là, chaque corps de dauphin, c'est creux et le liquide va à l'intérieur du verre. Non, alors nous on connaît modestement l'histoire et l'archéologie du verre. On a fait des essais l'été dernier dans un four gallo-romain, un four à bois. Donc il faut allumer le feu à 7h du matin, on a pu travailler à 15-16h de l'après-midi. Il faut que le four monte aux environs 1200 degrés. Et à l'époque gallo-romaine, certainement qu'ils devaient laisser chauffer les fours pendant 2 jours avant de travailler. Pour que le verre soit très liquide, parce que plus il était liquide, plus la matière était chauffée et liquide, moins on obtenait de bulles en soufflant le verre. Et plus il était pur. Après, les rois barbares ont essayé de reproduire un peu ce luxe. Oui, je vais vous montrer sur l'autre table. Ça, c'était donc la fin de l'Empire romain, 4e siècle. Et là, on arrive sur des verres mérovingiens. Ah, là, on voit la couleur bleue. Voilà. Donc là, on a le même type de verre avec ce qu'on appelle des trompes, parce que ça ressemble un peu à des trompes d'éléphant. Les Anglais appellent ça des claw beakers, les verres à griffes en fait. Oui. Et pareil, donc le même système avec ces trompes creuses dans lequel le liquide va jusqu'au fond de la trompe en fait. On peut imaginer que les rois barbares de cette époque essayaient de copier un peu peut-être le luxe romain qu'ils avaient déjà retrouvé sur des anciens modèles comme celui qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au XVIe siècle en Allemagne, il y a un peu ce type, on retrouve aussi ce type, là je l'ai pas là, je peux pas vous le montrer, mais on retrouve un peu ce type de verre, je sais pas si je vais pouvoir le... Vous voyez, par exemple, à tête d'animaux, voilà. Donc on retrouve le même type de verre parce qu'en fait au XVIe siècle, à la Renaissance, il y a eu un retour à l'Antiquité. Donc ils ont repris aussi des modèles, alors avec leur décor de la Renaissance, hein, mais ils ont repris ce même type de décor qu'il y avait déjà à l'époque de l'Antiquité. Alors, en fait, on fait de la reconstitution historique viking depuis des années. Oui. Et un jour, on est parti en Suède chercher des objets de reconstitution. Et on est tombé sur donc, on cherchait aussi notamment des verres. On est tombé sur un souffleur suédois, donc qui faisait ce type de verres vikings qui sont là, en verre conique. Et on a vu en fait qu'il faisait d'autres périodes historiques. Et comme nous, on est sur les fêtes historiques depuis des années, on sait bien que ce genre de verre, on ne les voit pas en France parce que bien souvent les souffleurs français, ils font pas de la reproduction historique, ils font plutôt du verre contemporain. Ce qui peut s'expliquer parce que c'est vrai que la reproduction historique, c'est de la copie, donc il y a un cahier des charges, on est obligé de se limiter à ça. Il n'y a pas le côté créatif qu'on peut avoir quand on fait ses propres verres. Donc on a trouvé ce souffleur suédois et on s'est dit tiens, on va essayer. Et c'est aussi une façon peut-être parce que ces verres-là on les voit dans les musées normalement, donc peut-être amener aussi ressortir les verres des musées pour les faire voir parce qu'en plus le verre c'est un matériau qui est pas très connu dans l'histoire en fait. On connaît plutôt le bois, l'étain, souvent le grand public a une image des pichets en étain ou des choses comme ça, mais le verre c'est vrai qu'on n'en voit pas très souvent, donc voilà, on avait envie de montrer et puis d'expliquer un peu qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus que les images d'Épinal. On a un peu cette notion de casser des images d'Épinal que les gens ont par rapport aux Vikings et les casques à cornes, par exemple, des choses comme ça. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on est parti là-dedans. C'est un pari un peu fou, parce que vendre des verres historiques sur des marchés, c'est pas facile. Ça couvre une très très large... ça va, il y a 2000 ans d'histoire. Ça va du 1er siècle au début 20e, donc voilà, 2000 ans d'histoire.
parce que ça vous permet aussi d'exprimer votre passion pour ou l'histoire ou la reconstitution historique. Je crois que vous disiez que vous vous intéressiez au début plus à la période viking. Oui. Alors au départ, oui, on a commencé comme ça, on a commencé la reconstitution historique il y a bien longtemps, il y a une vingtaine d'années, avec la période viking. Bon, à l'époque, c'était plutôt de l'évocation, hein, c'était pas de la reconstitution historique, on parlait pas trop de reconstitution historique à l'époque. On a évolué dans ce milieu pendant de nombreuses années. À un moment, on a fait de la reconstitution historique gauloise. Donc là, on est vraiment tombé dans la reconstitution historique pure et dure, à faire vraiment de la reconstitution, des copies, des reproductions d'objets, des choses comme ça. Parce que la période antique est très pointue au niveau reconstitution. Et puis on est revenu aussi aux Vikings parce que on est de Normandie, donc alors on fait pas du normand, on fait du Viking de l'Est. Nous on est plutôt suédois. Les Vikings, on représente des Vikings suédois qui sont partis à l'Est, qui ont passé la mer Baltique, qui sont allés par les fleuves russes jusqu'à Bagdad et Constantinople en fait, pour faire du commerce. D'où ce fameux ver blanc qui est là. Et voilà, donc nous on représente plutôt ça. Et oui, effectivement, on fait de la reconstitution historique. Oui, ça nous permet d'exprimer nos idées parfois sur les marchés ou des choses comme ça. Oui, dans une passion. Oui, parce qu'on voulait pas quitter ce milieu historique. Parce que c'est pour ça qu'on fait aussi des vers historiques. C'est parce qu'on voulait pas quitter ce milieu de fête historique, parce qu'on baigne dedans depuis tellement longtemps. Je crois qu'on n'avait pas envie de lâcher ça, quoi. Donc ça permet d'allier, trouver un emploi qui allie notre passion utile et l'agréable. Voilà, c'est ça. Alors on va aussi parfois sur des parcs archéologiques, comme au musée des temps barbares à Marle par exemple, qui est un très bon parc archéologique qui est dans l'Aisne. On va aussi, oui, en général c'est ça, c'est des parcs archéologiques. Alors on est allé en tant que Gaulois, on était allé à Asnapio, qui est du côté de Villeneuve d'Ascq. Enfin voilà, on fait plusieurs. Puis évidemment, donc les marchés médiévaux qu'on peut trouver, qu'on peut voir sur comme celui-là. Donc ça fait plusieurs années que vous faites aussi les marchés médiévaux. Oui, ça fait 7 ans, c'est la 7e année. Ouais. Ça fait 7 ans et la reconstitution historique, ça fait 22 ans maintenant. Ouais. Donc voilà, on a commencé tout jeune, on va dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Oui, donné envie. Alors au départ, on était attirés avec mon ami par l'archéologie. Alors, ça a toujours été notre truc. Et l'histoire, donc en particulier. Plutôt les périodes antiques, les Vikings, enfin plutôt tout ce qui est guerrier que soldat, on va dire. On est plutôt sur c'est pour ça qu'on a pris du Viking, on a pris du Gaulois, on n'a pas pris du Romain ou du. Mais voilà. Mais donc plutôt ces périodes-là, et puis aussi parce qu'on faisait du jeu de rôle. Alors du coup, pour une fois, on pouvait faire du jeu de rôle en grandeur nature, mais avec des vraies armes, puis se battre avec des vraies épées, des choses comme ça, autre que du latex. Donc du coup, voilà, on est parti là-dedans. Et voilà, ça fait maintenant ça fait 20 ans qu'on fait ça, 22 ans quoi. Vous étiez nombreux, enfin vous étiez une... Ah oui, la première troupe dans laquelle on était une quarantaine de membres. Et c'était une grande troupe. C'était, je pense, une des premières troupes de Vikings en France. Mais alors bon, c'était plutôt du spectacle historique. Hein, c'était plus pas trop de la reconstitution. Quand on regarde les costumes maintenant, ça nous fait un peu rigoler parce que voilà, ça ressemblait un peu à rien à l'époque. Mais bon, voilà, on essayait au moins de représenter la période. On a animé un château pendant très longtemps. Plusieurs étés de suite en fait, un château par chez nous dans la Manche, le château de Pirou. Château de Pirou. Ouais, Pirou. Et donc on avait un spectacle qui était rodé, on avait des ateliers théâtre, c'était une troupe assez qui allait de l'avant. 40 et animait le château. Ouais, c'est ça. Là, on avait des bénévoles avec nous, mais voilà, on faisait, il y avait tout des petites scénettes, un scénario, enfin c'était pas mal quoi. Donc on a fait nos armes là, et puis après on est parti faire du Gaulois, donc voilà, on a changé d'époque.
Et en fait, voilà, on est revenu parce que cette troupe de 40 là, dans laquelle on était, on est un peu parti vers la gare de Santan à une époque. Donc on animait le château sur la période viking. Et puis après, comme ce château était tiré un peu sur la gare de Santan, on a dit bon, on va faire une année. On a essayé aussi sur la gare de Santan. Donc on était parti un peu sur le côté plus médiéval, vraiment. Ouais, 13-14e quoi. Et du coup, voilà, et puis après, donc on est parti faire du gaulois, et un jour on s'est dit bah tiens, on va faire notre troupe tous les deux. Et on a fait du viking, on est revenu au viking en fait. Et est-ce que vous avez noté comme ça fait longtemps que vous fréquentez des différences entre vos démarrages et maintenant, notamment sur les fêtes médiévales? Ben oui, alors effectivement, il y a un peu beaucoup plus de troupes. Alors on a vu passer plein de troupes, parce qu'il y en a qui s'arrêtent, qui reviennent, donc alors on voit un peu, on a toujours des personnes qu'on connaît depuis 20 ans, qui font ça aussi comme nous. Donc on les recroise de temps en temps à d'autres périodes, sur d'autres époques aussi, c'est assez drôle. Mais c'est vrai que le médiéval a eu un essor, on va dire, par rapport à... Alors il y avait déjà des grosses fêtes comme la fête de Dinan, la fête des remparts à Dinan. Il y avait... voilà, alors nous on est plutôt sur je sais pas ce qui se passe trop dans le sud de la France, on est plutôt nous sur le nord. Mais effectivement, oui, des fêtes comme Dinan, ça existe depuis qu'on a commencé. Après, ça s'est multiplié, les fêtes médiévales. Il y en avait beaucoup moins que ça avant. Et c'était pas du tout la même ambiance. Enfin, après, oui. Le médiéval fantastique a beaucoup empiété. Je pense qu'il y a pas mal. Oui, avec le marché qui va avec. Oui, avec des séries comme Game of Thrones, avec des choses comme ça qui sont un peu médiéval fantastique. C'est vrai qu'il y a un autre marché qui s'est développé en parallèle. Après, il y a des marchés, les marchés de l'histoire de Pontoise aussi, qui font que là, on trouve tout ce qu'on a besoin pour faire. Alors, nous, à l'époque, on n'avait même pas Internet, quoi. Donc, il fallait qu'on trouve dans les bouquins, fallait qu'on cherche, qu'on fasse nos propres recherches pour trouver ce qu'il fallait. Enfin, alors que maintenant, à Pontoise, on trouve tout ce qu'on a besoin. Voilà, il y a pratiquement même plus de recherche. Enfin, c'est là où nous, on est. Enfin, je sais pas qu'on est des pionniers, mais on a défriché un peu le terrain, quoi. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même démarche, quoi. Je pense que c'est parce qu'on vient de la reconstitution historique, on a ce côté pédagogique qu'on n'a pas oublié quelque part, et on aime bien apporter des précisions, expliquer les choses aux gens, voilà. On se contenterait pas uniquement de vendre des verres, voilà. C'est parce on aime ce qu'on fait, et puis voilà, on aime bien transmettre. Voilà, c'est la transmission. Bien, écoutez, à très bientôt, et merci. sur une autre fête médiévale probablement. Voilà, certainement. Merci à vous.